Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'enregistre dans la foulée de la première vidéo, où j'ai pas arrêté de partir dans tous les sens, alors que j'avais fait un script tout bien construit, tout bien propre, et c'est pas bien. Je vous promets que je vais rester bien collé à mon truc. Je vous promets, la première vidéo, là, normalement, elle est supposée, à l'origine, durer une vingtaine de minutes, grand max, dans son script. Je vois là mon enregistrement, il fait plus de 30 minutes. Je suis parti dans tous les sens. Donc là, je vous promets, là aussi, on est supposé être sur à peu près 20-22 minutes. On va bien rester là-dessus. Donc, dans cette vidéo, nous allons reparler du manga shoujo Jardin secret. Il y a deux choses que je voulais ajouter à son propos. Dans le premier chapitre de la vidéo, nous allons voir et décrire une péripétie très habituelle des scénarios de romance adolescente. Et nous verrons comment ces événements ont été gérés dans les mangas Jardin secret et At Ellie, en prenant en compte les différences d'expérience entre les deux autrices. Puis le deuxième chapitre de cette vidéo sera une extrapolation, une réflexion interprétative de ma part suite à une information que nous transmet à Mitsu, l'autrice de Jardin secret, dans l'une de ses postfaces de manga. Donc allons-y pour le premier chapitre. Premièrement, pardon, mais je vais vous spoiler des événements issus des mangas Jardin secret et At Ellie. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez vous rendre directement au chapitre suivant. Normalement, je vais faire attention quand même dans mon montage pour essayer de vous mettre un petit timecode quelque part pour que vous sachiez vers où c'est. De toute façon, quoi qu'il arrive, au moment où je poste la vidéo sur YouTube, je vous mets les chapitres. Donc là, si vous passez votre souris sur la barre de progression de la vidéo, vous allez voir les deux grands chapitres. Donc dans la présentation de Jardin secret, je vous ai dit que dans les récits de romance adolescente, l'un des derniers événements était souvent le père de la jeune fille qui faisait figure de boss final pour s'opposer à la relation du jeune couple adolescent. Je pense qu'il est intéressant de comparer la manière dont cet événement, un peu cliché, ou même carrément cliché, est géré entre le manga Jardin secret et le manga At Ellie. Souvenez-vous, concernant At Ellie, je vous avais dit que Fujimomo, son autrice, était sur son premier manga, publié en volume relié, et qu'elle n'avait l'expérience avant que de quelques chapitres prépubliés dans un magazine. Et elle reprend elle aussi l'événement de la figure paternelle qui va s'opposer à la relation de sa fille. D'abord, je vais vous présenter son fonctionnement un peu générique, et après on va voir au cas par cas comment les deux autrices, Fujimomo et Amitsu, ont géré cette péripétie. Cet événement est toujours le même, avec quelques petites variations, mais elles aussi toujours les mêmes. Donc, soit la mère et ou la sœur de l'héroïne ont sciemment caché la relation au père, donc le mari, parce qu'on sait qu'il va faire son relou et casser les couilles de tout le monde. Soit, autre situation, le père est très au courant de la relation donc de sa fille, et il est même capable de communiquer de manière plus ou moins respectueuse, cordiale, avec le jeune homme que fréquente sa fille. Puis, arrivé vers la fin de l'histoire, souvent juste avant que les lycéens passent leurs derniers examens pour finir le lycée, avec les débats pour trouver vers quelles études supérieures se diriger, etc. Alors là, on a les deux situations. Soit on est dans la première situation, et d'une manière ou d'une autre, le père découvre que ça fait 2-3 ans que toute sa famille se fout de sa gueule, et qu'il s'est lui-même volé la face à chaque fois qu'il a vu le fameux jeune homme raccompagner sa fille certains soirs. Voilà, du coup il se vexe, il se met en colère, engueule sa fille, l'interdit de revoir son copain, lui confie son téléphone portable. Dans les récits, il faut à la fois gérer la situation du personnage légitimement vexé, parce que toute sa famille lui a menti, on lui a caché la vérité, on l'a pris pour un con pendant plusieurs années, sous prétexte que de toute manière, on savait qu'il réagirait mal. Mais sauf que là, en fait, on lui a pas laissé le choix que de réagir mal, après lui avoir fait un procès en intention. Et il faut aussi gérer la situation que, en plus de sa vexation personnelle, il faut lui faire accepter en l'espace d'un ou deux chapitres, donc assez court, parce qu'on est sur la fin du bouquin souvent, que sa fille est devenue une jeune fille, pratiquement une jeune adulte, et que c'est un être humain, libre, responsable de sa personne, et capable de fréquenter et d'aimer qui elle veut. Et ce mix est souvent bâclé pour pouvoir tenir dans le peu de pages disponibles et finir l'histoire sur une happy end. Sans oublier le côté archaïque de « il faut la validation ou la bénédiction du père de la jeune fille pour finir l'histoire », blablabla. Vous m'avez compris. Et sinon, donc on a la deuxième option, plus simple. Tout d'un coup, le père réalise que sa fille n'est plus une enfant, mais pratiquement une adulte, et qu'elle va sans doute quitter la maison dans moins de 6 mois, peut-être même aller vivre en colocation avec son mec,
Et le père freine des cas de fer parce qu'il comprend que, en tant qu'homme actif dans la société japonaise, il a bossé comme un âne pendant 20 ans, 6 jours sur 7, qu'il a été absent sur 95% de la vie de sa fille, qu'il n'a le statut de père de famille que de manière artificielle, parce que c'est sa femme qui a pris et qui prend toutes les décisions au sein de la famille, et notamment sur l'éducation des enfants, cela de manière unilatérale dans leur couple. Ça, c'est une vérité qui n'est pas systématique, mais suffisamment fréquente pour que cela soit devenu un sujet de société au Japon récemment. Non, les femmes ne veulent pas systématiquement abandonner leur carrière pour devenir femme au foyer, et oui, un homme peut être homme au foyer, ce n'est pas dégradant, ou au moins quitter son travail à 18h et pas à 21h pour pouvoir passer ses soirées avec ses gosses. Alors, bien entendu, que ces mangas shoujo n'expliquent pas tout ça, mais c'est ce qui est sous-entendu dans la simple phrase « Hier, ma fille était une petite fille qui courait vers moi, et aujourd'hui, elle est devenue une jeune femme aussi belle que sa mère au même âge et qui s'éloigne de moi en marchant main dans la main avec un autre homme. » J'aurais pu couper la spécification « avec un autre homme », mais je la trouve intéressante. Premièrement, cette situation du père qui pose problème, en fin de récit, c'est un événement qui est fréquent dans les romances adolescentes shoujo. Dans les très rares yuri et yaoi que j'ai lus, les parents sont soit complètement ouverts d'esprit sur la relation de leur fille, ou soit le plus souvent, en fait, ils sont juste absents de l'histoire. Et deuxièmement, le problème du père de cette situation. En fait, il est complètement centré sur son rapport à lui-même, dans sa position de père, qui veut garder sa fille dans son giron d'autorité paternelle. J'en reviens à ce que je vous ai dit avant. Cet événement, où l'histoire se termine sur la validation et la bénédiction du père de la jeune fille, témoigne d'une vision très rétrograde de l'autonomie sentimentale de la jeune fille on est d'accord. Avec cette passation de responsabilité du père vers le petit copain qui a été validé. Donc je pense que c'est intéressant, dans cette expression que je vous ai citée, de conserver le marcher main dans la main avec un autre homme. Maintenant, revenons-en au manga Jardin secret et At Eli. Pour ces deux récits, on est dans la seconde option, où les deux pères connaissent le jeune homme et ils savent qu'ils fréquentent leur fille. Mais les événements qui amènent à leur colère et leurs interventions en tant qu'obstacle final à leur relation sont gérés très différemment. Tout d'abord dans At Eli. Le père nous est présenté comme ayant une personnalité similaire à sa fille, en cela qu'il est une personne introvertie et qui a priori peu confiance en lui. Bien entendu, il est très ignorant du caractère assez expansif et coquin dont est naturellement capable sa fille, qui fait tout le sel de la comédie et tout l'intérêt du manga At Eli. Alors, lui, il n'est pas tout à fait le boss final, parce que cet événement arrive aux 2/3 de l'histoire. Mais on se rappelle que Fujimomo a travaillé en ne sachant par avance qu'elle n'était prolongée que d'un seul livre à chaque fois dans sa série. Et d'ailleurs, à partir du tome suivant, l'histoire va aussi plus s'attarder sur les relations des amis et personnages secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a 12 tomes sur At Eli, et ça arrive au tome 8. Pardon pour le spoil, mais vous le savez, on est dans une partie spoil. Et en fait, on a 12 tomes. Donc en fait, sur les 4 tomes suivants, il y a encore quelques petites péripéties qui viennent se mettre en obstacle à la relation d'amour, mais en fait, on va aussi prendre le temps de développer et de solutionner les problèmes, d'autres situations qui sont davantage, et qui mettent davantage en avant les personnages secondaires, les meilleurs amis, notamment les meilleurs amis les autres amis, les autres personnages. Ellie et Akira, son petit copain, restent les personnages principaux, et ça tourne encore majoritairement sur eux, mais les autres personnages prennent beaucoup plus de place, là où ils étaient quand même vraiment des personnages secondaires, jusque-là. Donc le père de Ellie rentre un soir du travail, et tombe sur sa fille et son petit copain, Akira, et ils sont en train de s'embrasser juste devant la maison. C'est un petit bisou, pour se dire bonsoir et au revoir. Et là, le père va froidement se mettre en colère, punir sa fille, demander au gamin de se casser, lui confisquer son portable donc à sa fille, lui interdire toute sortie. Mais en fait, le problème c'est que il savait qu'elle avait un petit copain. Il est juste vexé d'être obligé d'accepter que sa fille a grandi et qu'il ne puisse plus faire semblant qu'il contrôle toute sa famille et que c'est des enfants. Mais pour le coup, son attitude est particulièrement puérile. Ce qui est un peu agaçant, c'est que sa femme, au lieu de lui dire qu'il se comporte comme un vieux con, va du coup le laisser engueuler leur fille, où il va dire vraiment des horreurs, il va dire de la merde, pour ensuite, elle, aller la consoler et lui permettre de sortir en douce voir son copain. Puis ça se résout par une discussion où c'est la fille qui vient faire le chemin d'aller voir son père. En fait, on a toute cette étape où le père est tellement un connard qu'il va vexer sa fille, alors que sa fille, c'est quand même une jeune fille qui est assez effacée, assez soumise dans son comportement au quotidien.
il va tellement être un connard avec elle, et puéril, et insultant, etc., qu'il va finir par la vexer, ou elle va lui dire « Bon, papa, tu me fais chier ». Il va bouder, il va être triste, donc il va à la fois bouder et à la fois se dire « Oh mon Dieu, j'ai tout raté, je comprends rien, etc. Ma fille, elle s'éloigne de moi, ma fille m'aime plus ». Et il va être tellement pitoyable que finalement, mais comme elle est toujours punie, et ben, pour se trouver une solution, c'est Ellie qui va venir voir son père et qui va lui dire « Papa, je t'aime, mais j'ai grandi, je suis... » Et puis lui, il va dire « Oh, je suis désolé, ma fille, c'est difficile de plus te voir comme une enfant, blablabla. » Voilà. J'ai toujours pensé que cet événement était géré d'une manière très classique, trop classique, et que c'était sûrement dû au manque d'expérience de l'autrice, Fujimomo. C'est-à-dire que jusque-là, l'histoire nous avait présenté le père comme étant quelqu'un de particulièrement peureux, avec une femme et 2 filles qui ne le prenaient pas beaucoup au sérieux. Son attitude, humainement, elle est crédible. Oui, j'y crois. C'est juste que rien dans le récit nous avait fait voir qu'il pouvait agir avec excès d'autorité. Même si cet événement est cohérent sur le fait que c'est un adulte qui n'a pas beaucoup d'envergure en tant que père de famille. J'espère que Fujimomo, l'autrice, arrivera à gérer ce genre de péripéties avec un peu plus d'originalité dans ses prochaines œuvres, puisque actuellement elle continue à travailler sur des mangas de romance shoujo. Concernant Jardin secret, l'autrice Amitsu a bien fait attention de nous informer régulièrement au cours des scènes familiales que la mère et la sœur du personnage principal, donc on est dans la même situation, on a une famille avec 2 enfants où c'est 2 filles. Donc la même chose que ce qu'on avait dans At Ellie. On a bien fait attention de nous renseigner donc, dans les scènes familiales que la mère et la sœur du personnage principal considèrent que le père de famille a tendance à être facilement relou. Voilà, sur plein de sujets différents, on le sait, il est un peu chiant. Puis arrive l'événement donc qui va lui faire se mettre en colère. Donc, de son côté, tout démarre, enfin, l'un des éléments qui génère cette situation, c'est effectivement un comportement de père casse-couille. Lui, en fait, il est en voiture et il va rejoindre une soirée dans leur maison de vacances où il y a sa fille, son mec, donc le mec de sa fille, et toute leur bande de potes après qu'ils aient passé une journée à la plage, etc. Donc là, c'est vraiment le père qui vient faire chier, déranger les jeunes, qui passent une bonne soirée entre eux. C'est vraiment ça, ce qui se passe. Lui, sa démarche initiale, c'est ça. Je sais pas s'il se rend compte que, là, on fait de la pseudo-analyse, je sais pas s'il se rend compte que sa femme et son autre fille vont lui dire « Papa, t'es un gros con, tu casses les couilles, pourquoi t'es allé les faire chier, ils étaient contents, tous à passer une bonne soirée ?» Mais je sais pas si vous l'avez eu à le vivre, moi il m'est déjà arrivé d'être dans des soirées chez des potes, et tout d'un coup tu vois un des parents arriver et casser les couilles de tout le monde, alors qu'il a rien à foutre là, merde, on passe une bonne soirée. Bref. Sauf que, il va effectivement arriver dans une toute autre situation. En fait, les potes, ils sont tous partis. Et il reste que sa fille et son mec. Et ils sont tous les deux enlacés, allongés l'un sur l'autre sur le canapé, et leurs mains baladeuses ont commencé à soulever les vêtements, voire carrément même à bien se débrailler. Le père arrive là-dessus, donc demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, et sa fille, mineure, lui répond « Mais t'inquiète papa, je lui ai donné mon consentement ». Alors, aujourd'hui, le consentement est une expression dont l'usage a été élargi à tous les actes de flirt, et pas uniquement aux rapports sexuels et leurs préliminaires. Mais ça, c'est du point de vue de notre société occidentale. Et quand Ran, l'héroïne du manga, utilise le terme consentement, dans cette histoire, tout le monde le comprend de la même manière. Ils allaient avoir leur premier rapport sexuel. Et a priori, un rapport non protégé, puisque cette situation est arrivée par tout un enchaînement d'événements inattendus. Donc, je crois pas que le gamin, il avait... on n'a eu aucune scène auparavant qui nous dit « je sais plus comment il s'appelle, le mec, mais aie un préservatif dans ta poche, dans ton portefeuille. » Donc, le constat du père, à ce moment-là, c'est 2 points. 1, vous m'avez menti. C'était supposé être une soirée entre potes et pas une escapade amoureuse et l'occasion pour vous de passer votre première nuit ensemble. 2, vous êtes 2 mineurs qui alliez avoir un rapport sexuel. Alors, si oui, moi personnellement, et sur le buis, je pense que 2 mineurs de 17 ans sont assez matures pour avoir une vie sexuelle. Mais je comprends, en tant que père, je suis pas père, mais je comprends, j'arrive à me mettre à la place du gars, le blocage mental du père de famille, sachant, là, dans cette histoire, je le rappelle, mais sa fille, Ran, elle a toujours été l'archétype de la petite fille modèle ultra obéissante. Donc pour lui, là, cette situation, ça le fait tomber de très très haut, mentalement. Donc oui, comparativement avec le père de Ellie, il va s'énerver beaucoup plus fort. Mais je pense que sa position s'explique assez bien avec les événements fournis dans le récit. Et enfin, la situation va se régler parce que c'est lui qui va faire la démarche d'aller voir
Akira, donc le petit ami. Alors, oui, bien sûr, qu'il a fait son connard et son relou pendant toute une semaine, où il a refusé d'adresser la parole au gamin qui est venu tous les jours sonner chez eux pour s'expliquer et essayer de s'entretenir et tout ça. Mais c'est un personnage qui va faire... C'est le personnage qui va faire une démarche de compréhension et de réconciliation. Là où, dans la majorité des cas, le scénario va juste être de pousser l'engueulade jusqu'à ce que tout le monde pleure et se prenne dans les bras, comme ce qu'on a vu dans plein d'autres mangas, et qui est presque ce qui se passe dans At Eli. Je trouve que toute la construction de cette péripétie et la manière dont elle est gérée démontrent bien l'expérience de l'autrice Amitsu, où elle nous a égrenés régulièrement au cours des bouquins et des pages. À chaque fois qu'on voyait le père, il y avait toujours une remarque de la mère ou de la sœur qui disait « Ah, t'es chiant !» et tout ça. Donc on sait que ce mec, quand on sait que s'organise la soirée au bungalow ou je sais pas quoi, après la plage, franchement, on se doute qu'il y a vraiment un gros risque que si jamais un adulte doit arriver, c'est lui qui va venir casser les couilles. On s'en doute. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt bien amené. Donc voilà, je trouvais que il y avait de l'intérêt à voir comment ces deux mangas mettent en scène cette même péripétie. Bon, à nouveau, il ne s'agit pas de dire que Fujimomo a mal fait les choses, hein. Je rappelle, on n'a pas du tout sur le même degré d'expérience. Et puis, At Eli, c'est un manga qui se concentre davantage sur la comédie que sur le développement du sentiment et des relations de la gestion des relations émotionnelles entre les personnages, alors que c'est le point de focus de Jardin secret. Donc ça, c'était le premier point que je voulais décrire et que j'ai retiré de la présentation du manga Jardin secret, parce qu'il alourdissait artificiellement la présentation. Le deuxième point que je souhaitais aborder concerne l'influence créative que l'éditeur a eue sur Jardin secret. Comme on va le comprendre à la fin du tome 4, dans la postface, on est sur un manga dont la forme du récit a été grandement influencée par une décision éditoriale, et non de l'autrice. Le travail de narration et de définition des personnages est tellement bon que si l'autrice n'avait pas partagé cette information, je n'aurais pas pu le déterminer moi-même, par la simple lecture de Jardin secret. Mais cette information n'est pas surprenante. De mémoire, juste comme ça, il me semble que c'est le genre d'information que j'ai déjà lu dans d'autres postfaces de manga shoujo. Le directeur éditorial qui va dire « il faut que la personnalité de tel protagoniste soit ainsi » ou « il faut que tel événement se déroule de cette manière », etc., etc. Là, en l'occurrence, je vous rappelle, c'est le directeur éditorial qui a demandé à Amitsu que le personnage principal soit un personnage aussi extrêmement pur, extrêmement innocent et presque naïf, presque autant que l'est le personnage de Ran, alors qu'à l'origine, elle avait prévu un personnage un peu plus expiègle et volontaire. Et l'autrice va effectivement appliquer cette décision, alors que son idée originale était complètement différente. Alors peut-être que Amitsu a trop simplifié la situation dans son petit dessin de postface, et que dans la réalité, elle a eu l'occasion de discuter avec son directeur éditorial, et qu'il s'agissait plus d'une proposition et d'un conseil, plutôt que d'une décision unilatérale. Quand je vous parle du devoir de conseil du directeur éditorial, donc le devoir de conseil, je n'utilise pas ces mots au hasard, c'est une expression qui doit être dans le contrat. Selon moi, et de ce que j'ai pu voir, c'est une expression qui, je pense, devrait être systématiquement dans le contrat et qui, pour le coup, ne l'est pas. S'il n'y a pas le paragraphe qui le mentionne et qui le définit, alors l'auteur n'a peut-être pas trouvé le bon éditeur. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que c'est que le devoir de conseil ? Il s'agit de définir légalement, dans ce paragraphe, l'influence créative de la maison d'édition sur l'œuvre de l'auteur. Le devoir, dans cette expression, ça implique de prévenir et d'informer un auteur ou un dessinateur lorsqu'il fait quelque chose qui risque de porter préjudice à l'œuvre, que ce soit dans sa réalisation ou ses ventes et son succès futur. Cela comprend aussi le fait d'informer et de rappeler à l'auteur de ses responsabilités vis-à-vis des propos qu'il peut tenir au travers d'un récit de fiction, ainsi que des responsabilités qui sont engagées vis-à-vis de la maison d'édition. Un exemple tout con, c'est justement, dans un dessin, on va faire apparaître les tétons des personnages masculins et féminins. Est-ce que, justement, là, il n'y a pas un peu trop de fanservice, tout dépend, attention à qui est-ce qu'on s'adresse ton œuvre. Là, attention, est-ce que tu voulais vraiment tourner cette phrase avec ces mots-là, parce que là, ça a l'air très sexiste, ou est-ce que tu n'as pas fait gaffe, tu l'as marqué comme ça, et puis en fait, c'est pas du tout le message que tu voulais faire passer. C'est le devoir. C'est en fait le truc où, justement, après le bouquin sort, puis tout d'un coup, les gens voient cette phrase, ça fait un scandale, et là, l'auteur dit « Ah merde, moi je m'étais pas rendu compte que c'était aussi grave », et puis, ouais, mais t'inquiète pas, on comprend, toi t'as la tête dans le guidon.
mais c'est le travail de l'éditeur, qui lui est supposé avoir une vision plus large, et lui, parce que lui, il n'édite pas que ton bouquin à toi, il sait ce qu'il voit, il est supposé avoir l'expérience. Même si lui, c'est un jeune éditeur, eh ben, il est supposé apprendre rapidement son métier pour connaître l'histoire de l'édition et et connaître les scandales passés. Donc pour être capable de dire, bah attention, là, la dernière fois qu'il y a un auteur qui a fait ça, ça va pas, c'est vraiment pas, qu'il y a un auteur qui a écrit ce truc-là, bah le public il a pas aimé. Toi tu le sais pas parce que t'as la tête dans le cul, t'es dans tes dessins, t'es dans ton scénario, etc. Mais moi je le sais parce que je connais le marché. Donc ça c'est le devoir. Le devoir, c'est le fait donc pour l'éditeur, c'est le fait de, en amont, prévenir avant qu'on se prenne un mur. Il ne doit pas laisser se faire les choses. Et le conseil, c'est que l'éditeur ne doit pas confondre son rôle avec celui du créateur. Vous savez, dans beaucoup de mangas qui abordent le sujet d'un jeune aspirant mangaka, il y en a pas mal des mangas, mine de rien, là, sur ce sujet. Je suis pas ultra fan de ce type de récit, mais j'en ai lu quelques-uns. Et ben, il y a très souvent, si ce n'est toujours, la péripétie où le jeune auteur-dessinateur donc futur mangaka, aspirant mangaka, va rencontrer un directeur éditorial qui ne veut pas éditer une œuvre et un récit construit, mais il veut éditer un produit à la mode, avec le type de dessin du manga qui a le plus de succès en ce moment, et avec les histoires qui se vendent le plus ces derniers mois. Et ces scènes présentent toujours ce professionnel comme étant une personne désagréable, hautaine ou même stupide, dont les paroles vont avoir un effet délétère sur le moral du jeune créateur. Ou créatrice, je suis sur une expression neutre. Alors, comme le manga, en général, veut véhiculer des valeurs de travail positives, le personnage, l'auteur de cette scène qui raconte cette histoire, il va toujours faire en sorte que le personnage, il va serrer les dents, il va encaisser le coup, et voilà, et puis il va finir par dire ouais, l'éditeur il a pas complètement tort, et peut-être même qu'il avait carrément raison, etc., etc. Bon, moi je suis pas du tout d'accord avec cette manière de faire. Je pense qu'il faut se permettre de dire aux cons qu'ils sont des cons. Notamment lorsqu'ils ont une attitude qui est en train de vous porter préjudice. Alors oui, ils vont se vexer, parce que c'est souvent le propre des cons, et il va falloir assumer que vous allez perdre une opportunité professionnelle. Alors c'est à vous de choisir quand il faut faire preuve de fierté et quand il faut s'écraser. C'est vrai. Et même si le con se vexe, ou il se sent nul et idiot, ça peut lui permettre d'évoluer dans le bon sens. J'ai moi-même été ce con. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, dès que je me sentais un peu trop à l'aise en société, notamment quand je m'étais désinhibé en buvant de l'alcool, je draguais les femmes comme un gros lourd. Et un soir, je suis tombé sur une jeune femme qui m'a bien fait comprendre que j'étais un gros con, et elle m'a ridiculisé en quelques mots devant tous mes amis. Mon attitude a radicalement changé depuis. J'étais conscient que j'avais pas une attitude très très classe, mais ça m'avait permis de pécho. Donc c'était l'attitude qui m'avait permis le plus souvent de pécho des nanas en soirée. Donc j'avais fini par avoir de moins en moins de scrupules à l'utiliser, alors que j'ai été élevé par ma mère et mes sœurs, et je peux vous dire que bon, j'étais pas conscient du harcèlement systématique qu'elles pouvaient subir dans la rue, mais j'essayais de faire attention au quotidien, en général de ne pas être un gros con, un gros relou. Mais là, je sais bien que j'avais une attitude qui était pas correcte. Alors sur le coup, ça m'a bien calmé. J'étais un peu vexé, mais je me suis pas énervé, je me suis pas... tout ça. Enfin, vous inquiétez pas, j'ai pas empiré la situation. Et par contre, à partir de là, c'est vrai que ça a radicalement changé cette attitude que je savais qui n'était pas correcte, mais parce qu'elle m'avait permis d'avoir des résultats, je l'utilisais quand même. J'ai définitivement arrêté de me comporter de cette manière-là. Donc je pense que ça peut aider les cons à être moins cons quand on leur fait remarquer. Alors vous allez me dire que cela ne fonctionnera pas dans un manga, parce que ce genre de personnage est volontairement caricatural, qu'ils sont faits pour permettre une catharsis. Sauf que pour moi, la catharsis, elle n'est pas validée. Parce que, et je pense que c'est un trait culturel qui est particulièrement fort au Japon. Parce que l'auteur ou autrice du manga ne veut pas dénigrer la valeur travail. Donc le personnage dans le scénario va toujours prendre l'option d'appliquer les conseils du con pour pouvoir lui prouver sa valeur. Sauf que 1. Cela va conforter le con dans son attitude. 2. Vous n'avez rien à lui prouver. De toute évidence, sa compétence professionnelle peut être remise en question. Et 3. Ce parcours-là va vous demander beaucoup plus d'énergie et de courage que d'aller travailler avec un autre éditorial qui, lui, vous demandera de travailler votre propre style et il va vous faire progresser. Il va pas vous dire non, ce que tu fais c'est de la merde, mais comme tu es capable de dessiner, fais quelque chose de complètement différent, même si ça te plaît pas.
Non, non, un vrai éditeur éditorial, il va essayer de te faire développer ton projet, en t'améliorant sur tes propres bases. Je vais vous répéter quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire en live Twitch. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des live Twitch. À chaque fois que quelqu'un raconte une histoire sur la réussite de son parcours professionnel et ou artistique, il n'a jamais oublié que quelque part, au début de ce parcours, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il n'y arriverait jamais, et qu'il devait changer de voie. Souvent un professeur, un prof de collège ou de lycée. Mais du coup, il nous explique comment il a eu la hargne et la motivation pour travailler et réussir, etc., etc. Et là, il y a toujours quelqu'un pour réagir avec la même phrase « Oh, bah du coup, c'est aussi un peu grâce à ce prof que t'en es là aujourd'hui. » Non. 1000 fois non. On n'avance pas grâce aux cons. On avance malgré les cons. Ce con nous a enfoncé la tête sous l'eau. Cela nous a demandé de l'énergie pour encaisser ce coup. Cela nous a demandé de l'énergie pour gérer notre colère. Oui, la colère peut être une source de motivation, mais c'est une source de motivation qui est moralement épuisante. Cela demande une très grande quantité de maturité émotionnelle pour en faire une colère saine, qui va pouvoir se conjuguer avec nos autres sources de motivation positives. L'envie de vous exprimer par le dessin, l'envie d'être comédien, l'envie de divertir ou de faire rire, l'envie d'être créateur, auteur. Tout cela en ayant la reconnaissance de son public et des professionnels du milieu. Se motiver au quotidien pour réaliser son rêve, gérer la culpabilité des jours où on manque de motivation et où on se sent indigne vis-à-vis de nos ambitions, tout ça c'est déjà une charge mentale conséquente. Elle est monstrueuse cette charge mentale. Donc non, si on arrive à avancer, ce n'est pas grâce au discours des gens qui ont cherché à nous décourager avec leurs a priori, leurs doutes et leurs peurs. Cette uppercut morale que nous avons dû encaisser à cet instant, il nous a coûté. Et c'est pour ça que des années plus tard, on ne l'a pas oublié. Mais on a continué à avancer malgré tout. Je me suis beaucoup éloigné de la présentation de Jardin Secret et de sa situation, somme toute, assez innocente. Sachant que mon discours n'est absolument pas pour dire qu'il ne faut pas qu'un mangaka apprenne d'autres styles. Bien au contraire, je pense qu'un auteur peut ou doit apprendre tout un tas de styles différents pour s'améliorer, et c'est notamment tout l'intérêt pour tous ces jeunes auteurs de commencer leur carrière en étant assistants sur dessinateurs, assistants auteurs, etc., sur des grosses séries pour des mangaka expérimentés. Par contre, je crois que chaque auteur veut finir par définir sa propre signature en tant qu'auteur d'histoire et en tant que dessinateur. Et le discours qui est de dire qu'il faut adapter la mode actuelle pour vendre du papier, pour moi, c'est pas le bon. C'est un genre de discours, c'est exactement ce genre de discours qui produisent des mangas comme Nisekoi, qui sont juste des mangas artificiels, des produits qui ne sont pas des œuvres, mais qui sont une accumulation de papier de livres faits pour être vendus afin de générer du chiffre d'affaires et payer des salaires, mais dont le projet artistique et créatif fictionnel est proche de zéro. Bon. Avec tout ça, vous comprenez bien pourquoi ce long développement, qui m'a été inspiré par une simple et anodine petite case dans une postface, n'avait clairement pas sa place dans la présentation du manga Jardin Secret. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter concernant ce manga. Avec la prochaine vidéo, nous démarrerons un nouveau quatuor de présentation de manga, qui pour le coup, cette fois-ci, ne vous est pas spoilé par avance par les bouquins qui sont en présentation à côté de moi, puisque j'ai préféré illustrer par la présence de ces livres, la première partie de l'interquatuor concernée au manhwa et au mangaka d'origine coréenne. Donc voilà. Prochaine vidéo, nouvelle présentation, nouveau manga. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.